On a déjà des réactions de vous qui nous regardez. Donc Françoise Bouvet, merci pour ce cadeau. Oui, merci à Bernard Werber d'avoir accepté de passer 1h30 avec vous. On dirait que ça c'est vraiment sympa. Cécilia Auban, merci beaucoup. On a Gaël Terzi Freitas qui aime beaucoup aussi. Ossine Benali, éblouissant, c'est vrai, et ce n'est que le début. Vincent Gossen, un ambassadeur de l'imagination. Ouais, imagination, intuition, ça vous parle bien. Alors une première question, allez. Christophe, si vous pouviez rencontrer le Bernard Werber adolescent, que lui diriez-vous? Cet adolescent qui était timide, un peu binoclard et qui racontait des histoires pour se faire intéressant, pour se rendre intéressant un peu. Ouais. Hein? Moi, j'ai eu la chance de rater mon enfance. Pas de rater mon enfance, mais d'avoir une enfance très inconfortable et très désagréable. Ça, ouais. Je dis j'ai eu la chance parce que ça m'a donné envie de chercher des solutions autres que celles du système. C'est-à-dire j'étais un mauvais élève, j'étais pas bon au football, j'étais pas bon au sport, j'étais timide avec les filles et je savais pas... En fait, je voyais pas comment je pourrais m'en sortir, donc je me suis mis à lire beaucoup, à écrire beaucoup, mais c'était des formes de fuite. Donc, si je pouvais retrouver l'adolescent que j'étais, j'ai envie de lui dire, n'aie pas peur, ça va s'arranger. Mais le deuxième conseil que j'ai envie de donner à cet adolescent, mais même à tous les adolescents, c'est n'ayez pas peur de prendre des risques. La pire chose qui puisse vous arriver, c'est d'avoir une vie où il n'y a pas d'apprentissage. Si vous faites un risque, si vous prenez un risque et que vous échouez, vous allez malgré tout avoir une expérience. Mais si vous ne prenez pas de risque, vous allez avoir rien du tout. Et je sais que quand j'étais jeune, je me disais « Ah, je risque d'échouer ». Et ça me ralentissait. Sauf sur le projet des fourmis, et j'avais créé aussi un journal de lycée. un fanzine. Ouais, un fanzine. Là, c'est les deux choses intéressantes que j'ai faites, que je vois maintenant avec le recul. Sur le moment, je les ai fait comme une forme de hobby pour pouvoir échapper au monde normal dans lequel j'ai tout fait. Mais j'étais le binoclard à lunettes, introverti, qu'on voit dans tous les films, en même temps passionné par la technologie. C'est-à-dire j'allais dans les clubs d'astronomie, je faisais beaucoup d'expériences scientifiques et j'adorais Jules Verne. À l'époque, on avait un truc, je remonte un peu plus dans mon enfance, c'était Pif Gadget. Oui. Et Pif Gadget nous a ouvert à la science. À savoir qu'on faisait des petites expériences les poissoteurs, les poissoteurs, les Artemia, on est de la même génération. Voilà. Et je me rappelle, Pif Gadget, c'était mon introduction à la découverte de la science, et ma passion de la science est probablement venue de la bande dessinée de Pif Gadget. Vous vous rendez compte? Bernard Werber, c'est Pif Gadget au départ. Non mais c'est fou les ancrages que l'on a quand on est enfant et qui finalement sont les déclencheurs. Mais dans Pif Gadget, il y avait quand même Gottlieb, il y avait Corto Maltese, il y avait quand même de la très bonne bande dessinée. Tout à fait, oui. Mais quand on est un enfant timide comme ça, il y a deux solutions. Hein. Soit on s'écroule et on part dans une mauvaise voie et finalement on n'ose pas, soit on réagit intérieurement et on ose s'épanouir dans ce qu'on aime. Il y a deux solutions, hein, mais donc vous aviez la personnalité pour réagir. J'ai fui. En fait, mon grand secret, c'est la fuite. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais adoré le livre Éloge de la fuite de Henri Laborie. C'est-à-dire qu'Henri Laborie dit dans la vie, on a trois choix. C'est combattre, inhiber ou fuir. Combattre, on finit toujours par tomber sur un type plus costaud que vous qui vous pète la gueule. C'est le monde de la compétition capitaliste. Inhiber, ça veut dire on dit rien, on prend des médicaments, on ne dort pas la nuit, on a des ulcères, mais on supporte parce que tout le monde supporte et que c'est le monde tel qu'il est. Et fuir, ça veut dire que dès que ça ne va pas, on va ailleurs. Alors il y a plusieurs fuites. Il peut y avoir une fuite, vous prenez votre voilier, vous faites un tour du monde. Il peut y avoir la fuite artistique, c'est que vous créez un monde artificiel dans lequel vous vous projetez, c'est une forme de schizophrénie, enfin de fuite du monde réel, et c'est ce que j'ai choisi, c'est-à-dire que j'ai fabriqué un monde plus beau que celui dans lequel j'étais mieux intégré, avec des gens plus sympathiques, mes personnages. Et vous l'avez partagé avec des millions de lecteurs. Voilà, et en gros, tous les gens qui avaient ce même souci, genre ce monde ne me convient pas parfaitement, j'aimerais bien qu'on m'en propose un autre, je leur ai proposé un autre. Et cet autre, c'était sous terre, avec une vision microcosmique, mais à partir de là, je leur dis, à travers cette vision-là, vous pouvez accéder à la compréhension de l'univers. À travers l'observation des fourmis, vous allez comprendre plein de choses sur l'humanité, et vous allez surtout comprendre qu'on est une très jeune civilisation, on est une très jeune espèce. L'humanité a 3 millions d'années, les fourmis ont 120 millions d'années, ce qui veut dire qu'en 120 millions d'années, elles ont résolu des problèmes qu'on n'a pas encore, et des problèmes qu'on a, mais en tout cas, elles peuvent être nos professeurs et nos maîtres. Et tout ça part, quand vous alliez chez votre grand-mère, qui avait un tout petit jardin, de l'observation des fourmis, qui était la seule bestiole qui ne fuyait pas quand vous vous approchiez.
Donc vous l'observiez. Donc si vous avez un enfant un petit peu rêveur dans votre jardin, un petit-fils qui regarde les fourmis, laissez-le faire, laissez-le rêver. C'est vrai. Non mais c'est important. Je C'est crois qu'on a important, ça tous part de eu là. une petite fourmi sur un doigt. Ou une coccinelle qu'on Ouais. regardait comme ça. Alors, la fourmi, elle agite les antennes vers vous, alors que la coccinelle ne le fait pas. Et elle a l'air de vouloir vous demander « t'es qui, toi ?» et donc, à partir de ce moment-là, on peut se dire c'est une sorte de petit infraterrestre qui veut communiquer avec moi. Et d'ailleurs, l'une des choses que je voulais transmettre dans les fourmis, c'est qu'il ne faut pas croire que les fourmis, sont des robots qui ne font que répéter les mêmes gestes. La fourmi, au moment où elle est devant votre doigt, elle a le choix, elle le contourne ou elle monte dessus. Celle qui monte dessus, ça veut dire qu'elle est intéressée. Et une fois qu'elle est là, elle peut sauter. Donc, au moment où elle tend ses antennes vers vous pour communiquer, c'est-à-dire qu'elle l'a choisi. Donc, elle a un libre arbitre, donc elle est intelligente. Et c'est ce que j'ai essayé de faire passer aussi dans les fourmis, c'est ne sous-estimez pas cette espèce, pas parce qu'ils sont petits et qu'ils ont l'air de travailler en file, que ce sont des esclaves et des crétins. Voilà. Et voilà. Êtes-vous médium? C'est Fab Ozo qui vous pose cette question. Fab Ozo qui nous regarde. Bonjour Fab. Êtes-vous médium? Avez-vous eu des intuitions comme ça, des contacts Alors, plutôt? Intuition, oui. Mais médium, c'est autre chose. Médium, c'est vraiment contact avec les défunts. Si je suis médium, je n'ai pas recherché à développer ce côté de ma personnalité, c'est-à-dire je ne cherche surtout pas à me brancher sur les morts, parce que je crois que c'est un exercice dans lequel il faut être bien préparé, il faut être un peu On va recevoir, Karine, nous allons recevoir nous Karine Ben Corsia dans quelques minutes, qui est une médium justement, qui a écrit un livre, une médium pure, de naissance, qui a écrit un livre incroyable. Voilà. Mais je ne suis pas médium, mais par contre, j'aime discuter avec les médiums parce que d'abord, ils racontent des histoires extraordinaires. Là, pour entretenir l'imaginaire, c'est excellent. Et je ne suis pas dans est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Je suis dans j'écoute l'histoire et je regarde est-ce que ça me fait du bien. Point barre. C'est-à-dire, j'écoute les médiums. Sans jugement. Voilà. Comme on lit un roman. Quand vous lirez Depuis l'au-delà, la problématique n'est pas est-ce que ce qu'il raconte dans Depuis l'au-delà est vrai ou pas vrai. La problématique, c'est bon sang, qu'est-ce qui va arriver au personnage et est-ce qu'à la fin, je vais être surpris. Ça doit être ça la problématique. Mais Depuis l'au-delà raconte l'histoire d'un écrivain qui est mort et qui va contacter une médium qui est vivante pour arriver à découvrir pourquoi il est mort. Donc, même si je ne suis pas médium, je fais découvrir le monde des médiums et aussi leur code d'honneur Jedi, parce que chez les médiums, il y a des bons et des pas bons. Il y en a des vrais et des pas vrais. Il y en a qui sont branchés juste sur la psychologie ou sur l'inconscient. Et il y en a qui se connectent là-haut. Et ceux qui se connectent là-haut, ils prennent des risques. Parce que là-haut, ils ne savent pas sur quoi ils se connectent. On va en parler avec Karine. Voilà. Donc, j'ai découvert tout ça. Des événements forts. J'ai découvert tout ça en discutant avec les médiums. C'est comme s'il y avait une avenue. Il y a deux trottoirs, le trottoir des vivants et le trottoir des morts. Et puis il y a des gens au milieu qui disent, bon, il y a des gens d'un côté qui veulent discuter avec les gens de l'autre côté. Mais si quelqu'un dit, par exemple, je veux parler à mon père, chez les vivants, et chez les morts, il dit, ouais, moi je suis ton père, il n'amène pas son passeport et il dit, attends, c'est moi. Donc, on n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr. On ne sait pas ce qu'on entend. Ouais. C'est comme ça m'a toujours amusé, je me suis toujours méfié des gens qui disaient, moi quand je monte, je dégage le bas astral pour me connecter directement à mes guides dans le haut astral. Attends, ils se connectent dans le truc d'en face, ils ne savent pas du tout de quoi il s'agit. Et les autres disent pas, attendez, moi je suis dans le bas astral, vous je suis dans le haut astral. En fait, dans le monde invisible, comme son nom l'indique, c'est invisible. Donc au mieux on entend des voix, et puis les gens ils vous disent, moi je suis un gentil. Hein. Tout le monde se considère comme le gentil du système. Donc c'est tout ça que je voulais montrer, c'est que c'est pas seulement que se connecter ou pas se connecter, c'est un système différent, parallèle, s'il existe. Et dans ce système différent et parallèle, il y a des règles différentes, et notamment une règle qui est les morts traversent la matière. Donc ils n'ont plus pris sur la matière. Donc tant qu'on est vivant, on ne comprend pas grand-chose, mais par contre, on agit sur la matière. Et dès qu'on meurt, on a tout compris, mais on ne peut plus agir sur la matière. Voilà, c'est ça le dilemme. Est-ce qu'un mort peut vraiment pas agir du tout sur la matière? Des fois, on dit qu'il y a des objets déplacés, etc. Donc ça c'est une grande question. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais vu. Depuis l'au-delà, vous dites effectivement qu'une fois qu'on est mort, on ne peut pas agir sur la matière. Et c'est tout le problème justement des morts qui ne savent pas qu'ils sont morts. Ça aussi, quelque chose de très important dont on parlera. Mais pas tout de suite, j'ai encore une question. J'en ai plein d'autres. Romain Richard qui nous regarde. Bonjour Romain. Avez-vous lu les livres de l'auteur sans nom? Non. Non? Mais je vais vous surprendre aussi. L'auteur sans nom, c'est quoi l'auteur sans nom? J'ai entendu parler de ça, mais je ne l'ai pas lu. D'accord. Okay, j'ai vu ça sur Internet. Hein. D'accord. Je vais vous surprendre aussi, mais je ne lis pas beaucoup, voire très très peu. Et Victor Hugo, qui ne lisait pas non plus beaucoup, avait trouvé une formule, les vaches ne boivent pas de lait. Ouais. Et
j'ai beaucoup lu dans ma jeunesse, et plus ça va, plus j'écris et je lis peu. Pourquoi? Parce que quand je lis vraiment à fond, j'analyse tout, je vais faire ma doc et tout. Pour moi, la lecture, c'est comme une plongée dans un pays. C'est pas je vais tourner les pages vite C'est pas une fait. distraction. C'est une distraction, mais j'analyse tout, je regarde comment l'auteur s'y est pris, où est sa doc et Ouais, tout. Donc bien sûr. je joue vraiment le jeu à fond. Donc je ne peux pas faire ça avec tous les livres. Donc je me cale sur un livre, je vais le vivre intensément. Et de la même manière que quand j'écris, je suis plongé dans un monde. Et dans ce monde, j'ai ma doc, j'ai tout mon travail. Donc pour moi, lire un livre, c'est pas du tout anodin. Et j'attends d'un livre un émerveillement.